Bonsoir et bienvenue sur Europe 1. J'espère que vous êtes confortablement installés, prêts pour 2 heures d'échanges feutrés, de confidences, de partage, 2 heures de direct, 2 heures volées à la nuit pour se parler. C'est ce que je vous propose tout de suite au 39 21 où vous serez accueillis ce soir par Assiba et Clémence, sous l'œil du maître de cérémonie, Philippe Chartier, qui officie en régie et à qui je souhaite, au nom de toute l'équipe et avec un peu de retard, un heureux anniversaire, puisque c'était hier et un changement de dizaine en plus. Alors à tes 30 ans, mon fifi. Voilà, et puis cette émission ne serait pas ce qu'elle est sans vos réactions que vous pouvez nous livrer à tout moment par SMS au 7 21 21 code nuit ou par courriel sur le site europe1.fr 39 21. Je vous attends. Jusqu'à 1h sur Europe 1, Caroline Dublanche. J'espère que vous n'avez pas oublié non plus de souhaiter un très bon anniversaire à l'ami Alexandre Delperrier. C'était son anniversaire ce soir, donc j'espère que vous y avez pensé. Vous le retrouverez demain soir pour une soirée exceptionnelle. Il n'y aura pas d'émission en effet demain puisque les amateurs de foot, j'ai pas besoin de leur dire, c'est le match retour France-Irlande. Qui aura lieu ici à Paris. Donc Alexandre et toute son équipe vont vous faire vivre cet événement exceptionnel en direct sur l'antenne d'Europe 1. Et puis il y aura après de nombreux invités qui commenteront ce match. Donc ils seront avec vous jusqu'à 1h. Donc demain, notez bien, pas d'émission, soirée spéciale foot. Voilà. On accueille tout de suite, je crois que c'est Corinne qui est avec nous. Bonsoir Corinne. Bonsoir Caroline. Merci d'avoir retenu mon mail et de bien vouloir m'accepter je vous en prie. Votre émission que j'écoute parce qu'elle me réconforte et aujourd'hui se trouve que je suis un petit peu dans une impasse dont je me sors difficilement parce que j'en souffre beaucoup et elle m'affecte et je vois pas tellement de solutions en tous les cas rationnelles dans cette affaire. Alors comment est-ce que je peux vous présenter l'affaire ? Le plus simplement possible. Vous posez un petit peu la situation, le cadre un petit peu de votre situation. Très bien. Alors, je suis quelqu'un qui suis en contact avec un professionnel comme moi dans le même établissement. Quelqu'un que j'ai rencontré il y a 1 an maintenant. Et dont je suis tombée éperdument amoureuse. Le terme est tout à fait celui-ci. Quelqu'un de marié, cependant tout à fait ouvert apparemment à la quête qui était la mienne dans le sens d'une souffrance un peu affective liée à des problèmes qui ont été d'ordre de santé assez difficiles pendant quelques années. J'avais mis un peu à l'écart toutes ces questions affectives compte tenu de ces difficultés, si vous voulez, de santé, j'entends greffe rénale, etc. Bien, je me retrouve donc au contact de cet homme très brillant, très cultivé, avec qui j'ai eu énormément d'affinités. Elles ont commencé par des affinités musicales, incontestablement une pointure.
quelqu'un de très prévenant, d'extrêmement attentif. Enfin, la perle, quoi. Apparemment, j'avais pas, je n'avais pas en tous les cas rencontré depuis longtemps. Oui, si ce n'est qu'il était marié quand même. Si ce n'est qu'il était marié et que cette femme, effectivement, a pris ensuite une place dans la relation que nous avons eu à vivre, puisqu'il s'en est allé que c'est une relation qui a commencé par une rencontre, une rencontre où ensuite il y a eu un échange effectivement amoureux. Et là, très vite, il m'a confié qu'il était une personne qui était, de par sa cécité, parce qu'il est aveugle depuis 48 ans maintenant, c'est quelqu'un qui a vu pendant quand même 7 à 8 ans, et il me fait part d'une vie relativement prostrée, boulot, dodo, et une femme avec qui vraiment côté sexualité, c'est vraiment la perfection hors pair. De ce côté-là, aucun manque. Donc pour moi, si vous voulez, c'était une rencontre. Il me faisait un peu quelque part. Il voulait bien m'offrir, si vous voulez, c'est un peu ce que je ressens maintenant, de s'occuper de moi. Cependant, il s'offrait un petit peu à moi, c'est un peu ce que je ressens après coup. C'est un homme que je ressens après coup. Je dis après coup parce que maintenant le temps a passé et que des choses se sont dévoilées. Alors parlons peut-être de lui maintenant. Vous avez présenté votre rencontre. Alors cette rencontre évolue avec d'abord une espèce de manipulation dans le temps. Un instrument, oui, mais ma femme a tous les comptes, je ne dispose de rien, j'ai même pas 2 euros sur moi, puis pourquoi j'en aurais voilà, le pauvre mec, quoi, vraiment, qui y arrive toutes les misères du monde, toujours fatigué, enfin bon. Et puis, pourquoi j'oserais pas te demander, pourquoi pas un instrument et... Bon, on y va pour 2000 euros, c'est pas le problème, j'ai les moyens de le faire, je l'ai fait, et c'est vraiment avec amour. Là-dessus, après j'ai un téléphone portable qui tombe en panne. Écoute, c'est le seul moyen que nous avons vraiment. Je t'ai mis une boîte aux lettres tout à fait à part, très fort en informatique. Bricole très très bien, beaucoup mieux que moi avec mes 2 yeux. Et nous avons quasiment le même âge, la cinquantaine. Et là, c'est une boîte à part que personne lira, gna gna gna. Bon, donc des échanges. Alors là, franchement, pendant 3 mois, ça n'arrête pas, la nuit, le jour, enfin bon. Et côté amoureux, je peux pas dire que c'est une... vous voyez, pour moi, ça me convient très bien. Je recherche aucune performance. Par contre, il se met ensuite à me décrire ce qu'il fait avec sa femme et en me disant, il faut que tu saches ça, absolument. Il y a combien de temps maintenant que vous êtes avec lui, d'ailleurs? Un an, d'accord. Et les propos concernant sa femme sont arrivés il y a 3-4 mois de ça. Mais vous décrivant quoi? C'est-à-dire vous décrivant leur intimité? Leur intimité, mais vraie comme un film porno. Elle se déchaîne sur moi, je crache en elle, enfin des choses... Mais il est fou, cet homme-là. Écoutez... Il est pervers? Oui, je pense que... Pourquoi il vous dit ça? Vous ne l'interrompez pas quand il vous parle de ça? Écoutez, il me l'écrit par mail. Oui, il s'excite comme ça. Oui. Et je lui ai dit que je n'avais rien à savoir de cette vie personnelle et intime. Évidemment, qui d'ailleurs est peut-être complètement fantasmée. Ce que je crois, après du temps, étant complètement sous le joug, si vous voulez, de cette emprise, c'est des proches qui m'ont dit, Christiane, ces trucs-là, c'est sûr, ça se raconte pas. Bien sûr que non, ça se raconte pas. Oui. Et c'est clair que je me suis posé cette question. Puis il va enrouler dans d'autres. Quand je lui ai fait part de ses propos qui ne se tenaient pas, à partir de là, le comportement a beaucoup changé. Il n'en a plus parlé, en a tenu pris pour acte, et est devenu quelqu'un de plus, pas plus lointain, mais il y a eu plus d'espace aussi dans la correspondance, et il me fait part aussi quand même, soit dit en passant, qu'il est en attente d'un procès pour abus
sexuels sur une fille adoptive dans leur maison et où ils doivent passer avec son fils mineur au moment où les actes ont eu lieu. Et ce procès, le juge d'instruction a délibéré et il y aura un correctionnel. Donc il est en attente de ce correctionnel. Alors, procès pour abus sexuels sur une fille adoptive et sur son fils. Le fils étant avec le père accusé. Donc, si vous voulez, j'en sais pas plus là-dessus. Il nie absolument tout quand il m'en parle, me disant que cette personne, cette jeune femme a toujours menti. Bon, bref. Il est donc séparé maintenant de cette jeune femme qui vit hors de leur foyer. Et j'ai été effectivement très interrogée là-dessus. Il a toujours été très prévenant dans tout ce qui a pu m'arriver ensuite par rapport à ma santé, parce qu'il y a eu pas mal de soucis même pendant l'année. Mais si vous voulez, c'est un amour dont je sens quelqu'un là de tout à fait spectateur de ce qu'il fait. Mais un amour, vous parlez de quel amour? Moi, j'ai de l'amour, je pense, pour lui. Mais oui, madame, oui. Oui, j'ai aimé cet homme, oui. Il m'a séduit vraiment par son côté intellectuel. Oui, vous dites je l'ai aimé, mais aujourd'hui? J'ai essayé de prendre de la distance il y a maintenant quelques semaines, parce que il est devenu lui-même plus vraiment le même, c'est-à-dire il se sent un peu cerné, je crois, par mes attitudes, c'est-à-dire que je n'ai plus vraiment la même disponibilité. J'ai refusé quand même d'autres achats dont il pouvait supposer que je serais suffisamment conne pour continuer à le faire. Et j'ai également donc eu une dernière explosion, je vais dire, dans les histoires rocambolesques, c'est que j'ai surpris, quelqu'un m'a confié lors de mon travail que cette personne qui me parle correspondait avec un monsieur qui s'appelait et je décode qu'il s'agit de lui. Et en fait, il cherche sur d'autres, si vous voulez, sites. Moi, je l'ai pas rencontré par site, mais sur des sites de rencontres d'autres personnes, dont elle, qui était une personne que nous soignons, et lui et moi. Mais cette personne n'a pas gardé sa langue et m'a parlé d'un gars en me disant... Que vous soignez, il est dans le milieu soignant. Oui, nous sommes tous les deux. Et nous travaillons ensemble et tous les jours, côte à côte, dans une même salle de travail. J'ai pris quelques jours parce que ça allait plus du tout. Et oui, ça je comprends. Mais il a surtout l'air très manipulateur. Oui, c'est ce qui ressort. Écoutez, de toute façon, la première alerte, c'était déjà l'argent qu'il vous demande. Oui. Le fait que déjà il vous parle de l'intimité sexuelle avec sa femme de façon extrêmement crue, extrêmement vulgaire, qu'il vous rende spectatrice, voyeuse de cela. Oui. Je suis désolée, mais on est carrément dans le registre de la perversion. Complètement. Qu'il veuille vous imposer cela, là, c'est complètement tordu, hein. Donc, c'est complètement tordu. Oui. Donc, c'est d'autant plus préoccupant quand vous me dites ce qui suit, à savoir ce procès correctionnel. Oui. Bon, certes, il est présumé innocent jusqu'à ce que ça ait lieu. Oui. Il n'empêche que on est quand même, voyez, on n'est pas dans un dépôt de plainte. Il y a quand même un procès qui va aller en correctionnel. Alors, jusqu'à ce que les faits, il est présumé innocent, on est d'accord. Oui. Mais enfin, c'est pas la petite plainte déposée. La petite plainte au commissariat du coin. Il y a quand même des faits certainement qui ont été pour que on en arrive là. Il y a quand même des éléments suffisamment solides pour que il y a quand même des éléments de perversité déjà morale dans le fait de vouloir vous imposer cette correspondance là par mail, vous rendre voyeuse, je vous dis. Bon, il y a des trucs qui sont vraiment pas clairs chez cet homme. En trouvant que c'était un plus par rapport à elle qui ne savait rien sur moi, c'était mais c'est là où il y a quelque chose d'une perversité inouïe. Inouïe. Alors au-delà de la perversité, évidemment, d'un manque de respect
pour le moins. Enfin, je veux dire, quelqu'un qui se comporte comme ça vis-à-vis de sa femme, mais c'est très angoissant, parce que dans la mesure où il se comporte comme ça vis-à-vis de sa femme, la première chose que vous êtes en droit de penser, c'est s'il se comporte comme ça vis-à-vis de sa femme. Mais pourquoi il ne se comporterait pas comme ça vis-à-vis de vous? Mais évidemment, il faut toujours penser qu'un homme qui se comporte mal vis-à-vis de son épouse, qui en parle très mal, peut tout à fait reproduire le même comportement vis-à-vis de sa maîtresse, vis-à-vis de notre femme. Il faut pas se leurrer, hein. Il faut pas croire que avec vous-même ça sera différent. Il a une problématique comme celle-là. Est-ce qu'on peut parler de pervers narcissique? Écoutez, je sais pas, on est dans le registre il y a de la dimension, il y a de la perversion. Après, c'est très à la mode la dimension pervers narcissique. On en parle beaucoup en ce moment. Oui. On est dans le registre de la perversion très clairement. Très bien, donc à écarter absolument. À m'en défaire absolument. Allô? Écoutez, mon silence, je pense, est assez éloquent. Ouais. Oui, c'est évocateur. Voilà, donc c'est le contact au quotidien. Je pense que ça va. J'avais commencé un petit peu à prendre de la distance. Je vais essayer de poursuivre et d'arrêter. Enfin, on n'aime pas moins du jour au lendemain. Mais c'est vrai que toutes ces choses-là m'avaient quand même interrogée. Je vous dis, j'ai pris quelques jours parce que ça m'avait vraiment franchement abattue. Parce que, voilà, j'ai une certaine dose d'empathie mais là, c'est de la sottise, enfin, pour pas dire de l'imbécilité de ma part. Fallait-il que je sois... C'est un manipulateur. Oui. Donc, il se présente sous un aspect qui peut être très séduisant. Ah, très séduisant. Et il l'est. Mais certainement. Il l'est. Mais certainement. Donc, cette personne-là, me fait beaucoup souffrir actuellement parce que... je vais devoir au travail quand même le côtoyer. Il est d'ailleurs, depuis que j'ai débusqué cette histoire de mail, etc., et ces boîtes un peu secrètes à droite à gauche, où faut qu'il développe, moi j'en ai une spéciale, mais bon, il doit y en avoir. Vous pouvez pas demander de toute façon, le procès va avoir lieu quand? Il ne le sait encore pas, mais de toute façon, c'est en attente, c'est quelque chose qui est en attente. Donc déjà, selon l'issue du procès, il va peut-être y avoir des bouleversements, selon qu'il est relaxé ou selon qu'il est condamné, déjà. Si il était relaxé, peut-être que vous pourriez demander, ou même peut-être avant, il n'y a pas des possibilités de changer de service, demander une mutation? En tous les cas, je pense que lui déjà est en difficulté à l'heure qu'il est parce que relativement à la rue dans son travail est assez peu reconnu dans l'efficacité de ce qu'il fait. Il est quand même très perturbé de cette affaire. Mais on le sait dans le milieu professionnel. Non, ça ne sait pas. Et le magistrat instructeur, pour le moment, le laisse travailler dans cet environnement. Absolument, sans problème. Il ne travaille pas auprès d'enfants ou d'adolescents. Il a travaillé pendant 15 ans dans ce registre. Auprès d'enfants et d'adolescents. Oui, et d'enfants et pour des problèmes anorectaux. Alors qu'il est, suspecté d'abus sexuels. Oui. Sur une jeune fille qui a maintenant sa majorité. Mais qui était enfant ou adolescent au moment des faits. Bien sûr. C'est quand même problématique, ça. Oui, ça m'a énormément choquée, beaucoup choquée. Et je me suis dit, est-ce que là-dessus, je sais pas, est-ce que cette cécité... J'ai été énormément troublée par sa cécité parce que j'ai vu des aveugles dans la maison et que c'est un handicap qui m'a toujours particulièrement... Ça n'a aucun rapport. Affecté, oui, aucun rapport. Aucun rapport, mais je l'avais un peu... Disons, il cherchait pas du tout. C'est pas sa carte de visite. C'est un homme très autonome, mais à la fois à ce niveau-là. Mais à la fois, non, il cherche pas ça du tout pour se faire valoir ou à passe droit, absolument pas.
Mais si vous voulez, pour moi, c'était aussi quelqu'un dont je prenais relativement soin dans le service, notamment. Hein. Et quand j'ai vu qu'un peu ça s'accablait pour lui parce qu'il perd un peu pied, est-ce que cette affaire-là, maintenant, ne le rejoint pas au point que, je sais pas, moi, est-ce qu'il finit par le fracasser? Est-ce qu'il arrive même à être capable d'être capable de tracas? Est-ce qu'il est capable d'émotion? Est-ce qu'il est capable de, je ne sais pas, moi, qui c'est ce bonhomme, quelque part dans sa perversion. Je l'ai vu pleurer. Bon, écoutez, je peux pas répondre. Moi, je ne connais pas cet homme. Je ne connais qu'à travers les faits que vous relatez, qu'à travers ce que vous m'en dites. Oui. Ce que vous m'en dites, vous, est préoccupant. Et par rapport à votre relation, bon, voilà. Point barre. Oui, je vous ai dit ce que j'en pensais. Hein. Oui, je suis très très contente de ça parce que j'en ai beaucoup pleuré pendant les 15 derniers jours. Beaucoup. Parce qu'il faut que ça sorte. On n'aime pas trop avoir été non plus aussi comme ça dupé. Mais bon. Oui, mais le problème, c'est malheureusement le problème avec les manipulateurs et notamment quand ils ont une composante comme ça perverse. Hein. Qui s'y prête. En tous les cas... Peut-être que ça vous ferait du bien d'en parler. Enfin, je pense que c'est vrai déjà, que ça me soulage énormément, je peux vous bien le dire. Sûr, ça, oui, mais c'est ponctuel. Donc, je pense que ça nécessite, quand on a comme ça eu un attachement, de l'amour pour quelqu'un et qu'on découvre l'autre facette de la personnalité aussi sombre... ça fait mal à double titre parce que, comme vous dites, de dire comment ai-je pu être dupé, trompé. Oui. Donc, ça peut être important d'aller quand même en parler. Type psychologue. Oui, d'avoir quelques séances, vous voyez, pour un peu, comme vous dites. Ah oui. Oui, parce que ça a été costaud, hein, sur Et puis c'est quand même, moi, ce qui me préoccupe, c'est qu'il soit dans le milieu soignant. Hein. Oui, absolument. Ça, jusqu'au jour où, peut-être. Bah, écoutez, oui, il va y avoir procès, donc bon. Et ça sera pris en compte aussi, cette dimension. Hein. Je le pense, personnellement. Bah, il y aura certainement parmi les témoins, il y a toujours des témoins à charge et à décharge, hein, dans ce genre de procès, hein. Certainement, oui. Je sais qu'un correctionnel n'est pas une assise. Mais... Non, c'est pas. Non, oui, c'est vrai. Donc je sais pas. Effectivement, vous avez raison. Je sais pas si instance, donc si oui, ce sont des. Mais vous savez que parfois les peines sont en correctionnel. Évidemment, les peines dans la durée sont moins longues qu'en assise. Mais justement, il arrive que parfois on correctionnalise. Oui. Des faits qui pourraient aller en assise parce que en correctionnel, ce sont des magistrats qui prennent les décisions. Oui. Et quelque part qui se laissent moins attendrir. Pardonnez-moi, que des jurys populaires qui parfois, avec tout le respect que j'ai pour les jurys populaires, ça peut être vous, moi, mais comme on n'est pas professionnel par définition, on maîtrise moins et on peut parfois plus se laisser. On connaît pas les rouages de la justice et parfois attendrir par certaines choses. Les magistrats, eux, ils connaissent parfaitement, c'est leur métier. Et parfois, justement, ils peuvent, vraiment s'en tenir aux faits, rien qu'aux faits, tout en tenant compte, bien sûr, quand même de l'histoire de la personnalité de la personne qui est en cause. Oui. Mais il est arrivé, moi je me souviens quand je travaillais en Enfance et Partage, que certaines histoires soient correctionnalisées aux grandes dames des victimes et des familles de victimes, mais on disait qu'il y avait plus de chances que ça soit entendu, reconnu, que parfois par des cours d'assises. Donc à voir. Maintenant, comme vous dites, il y a la présomption d'innocence jusqu'au bout. Donc on ne sait pas ce qu'il en est. Il s'agit pas, voilà. Mais en tout cas, par rapport à vous et au comportement qu'il a eu vis-à-vis de vous. Ou ça, vous dites, si j'en crois vos propos, c'est avéré. Oui. Il va pas bien, quoi. Ça, c'est le moins qu'on puisse dire. Que je dois en avoir peur. Et si je le revois, et qu'il est... Parce que je ne crois pas.
Non, je suis rentrée dedans sur ce mail en lui disant non, enfin c'est quoi Non, je ne crois pas. Non, c'est d'autres proies, quoi, de toute façon. Oui, non, je ne pense pas. Il va lâcher l'affaire comme ça, je pense. À mon avis, oui. Oui, ça lui foutra même la paix, peut-être, voire même. Bah, de toute façon, en plus, vu le contexte, il peut difficilement être en position de menace, hein. Claire. Étant donné quand même qu'il va passer en correctionnel, vous voyez, il n'a pas intérêt à trop en rajouter en ce moment, hein. Et oui, il y a déjà du lourd. Exactement. Donc, voilà. en tous les cas, Caroline, je vous remercie 1000 fois parce que là, je suis apaisée, j'ai quelques jours derrière moi, j'ai pris le temps d'aller sur votre site, je vous ai vu hier soir, je l'ai dit à la personne qui m'a reçue, et ça me fait très plaisir de vous voir. Oui. Parce que je voyais pas avec votre voix qui vous puissiez être. Oui. Et je vous remercie beaucoup, et ce que vous dites est d'une grande qualité et beaucoup de pertinence. Et voilà, je voyais plus la famille, me disait, enfin les proches, mais quand même je vous sais professionnel et je vois bien ce que vous répondez aux gens et que mes premières réticences étaient bien les bonnes et que je suis donc dans la voie où il faut voir ailleurs. Ah oui, il faut vraiment penser à vous là dans cette histoire. Caroline, merci beaucoup de m'avoir reçue. Prenez soin de vous maintenant, Corinne, c'est vraiment la priorité. Oui. Et merci de votre confiance en tout cas. Bien, je vous tiendrai peut-être au courant par mail parce qu'il y aura sûrement une suite. Avec plaisir. Je vous la donnerai. Merci beaucoup, Caroline. Je vous en prie. Écoute. Bonsoir. Bonsoir, Corinne. Au revoir. Pour rejoindre Caroline Dublanche, appelez le 39 21, 34 centimes la minute. Sting, Soul Cake. Des messages qui arrivent pour Corinne, qui résument un petit peu la teneur de vos pensées. Vous êtes nombreux à penser cela. Valérie nous envoie un mail pour dire prenez les jambes à votre cou, Corinne, et sauvez-vous. Vous allez être forcément malheureuse. Cet homme est malsain, ne peut pas vous rendre heureuse. Vous êtes à la recherche de l'amour et lui, semble-t-il, ne recherche que du sexe. Bon courage à vous. Et Janine, effectivement, qui s'interroge, qui dit cela paraît très grave qu'un homme comme lui soit dans un milieu médical avec des soins pratiqués à des enfants, c'est inadmissible et devrait être dénoncé. Alors, dans la mesure où Corinne nous disait qu'il va y avoir un procès en correctionnel, les magistrats savent quelle est la profession de cet homme, hein, donc ça va être aussi étudié. Forcément, c'est pas comme si c'était pas entre les mains de la justice, mais c'est vrai que ça pose question. Et puis Tom envoie un SMS au 7 21 21 code de nuit qui dit témoignage intéressant et qui pose la question où commence la perversion. Votre question est intéressante aussi, Tom, et il est bien difficile d'y répondre parce qu'il y a deux sortes de perversion, hein. Il y a la perversion morale. Et puis il y a la perversion, bien sûr, auquel on pense instantanément, la perversion sexuelle. Alors, la perversion morale, c'est effectivement dans les deux cas, on utilise l'autre finalement pour son unique profit. Et il y a aucune conscience finalement. Le seul compte son intérêt personnel. Et c'est peut-être ça, c'est-à-dire où commence la perversion, c'est-à-dire l'autre au fond est nié et n'existe plus et au fond est complètement chosifié, c'est-à-dire qu'on ne l'appréhende plus comme un être humain, mais comme une chose qui peut, alors évidemment dans la pulsion sexuelle, satisfaire les pulsions du pervers. Voilà, il n'est utilisé qu'à cette fin. Alors évidemment, dans la sexualité, nous avons tous nos petites ou grandes perversions, mais quand c'est fait avec la complicité de l'autre, c'est-à-dire que cela n'est pas imposé et que c'est dans le cadre d'un jeu érotique et où l'autre est toujours perçu
comme autre ayant une sensibilité, et d'ailleurs commune ou différente de la nôtre, et qu'on ne cherche pas à lui imposer nos désirs, tout va bien. Le problème, c'est quand on cherche effectivement à lui imposer nos désirs et finalement qu'on se sert de lui. Alors la perversion morale, on le voit dans tous les cas de manipulation, les escroqueries, la mythomanie, toutes ces formes-là, hein, finalement, où on se sert de l'autre, on s'approche de lui, on fait preuve de beaucoup de séduction pour évidemment le séduire, pour mieux le duper. Voilà. On accueille des messages quand même, des messages pour Fifi. Il y a Jean-Marie qui dit bon anniversaire à Monsieur Philippe Chartier, surtout une bonne santé, amitié à lui. Et puis Sergio qui dit un gros bisou à notre Fifi. Que de scorpions, c'est vrai qu'il y a un nid là de scorpions, puisque entre Alexandre Delperrier qui avait son anniversaire aujourd'hui, Fifi, il y a beaucoup de scorpions, Sergio lui-même, et également Georges qui lui souhaite un bon anniversaire. Et puis tiens, un petit clin d'œil à un nouvel auditeur qui a trouvé comme pseudo le gros Matou, qui dit c'est la 2e semaine que j'écoute votre émission et je suis déjà accro. Eh bien écoutez, on est ravis de vous accueillir. Et puis il y a Brigitte qui dit je nous imagine, elle a envoyé ce SMS en tout début d'émission, mais il a été un peu perdu dans les autres. Brigitte nous dit je nous imagine dans les villes et les campagnes, sous la couette ou roulant à travers la nuit, attendant que ça commence. Bonne émission, nous dit Brigitte. Et on accueille maintenant Myriam. Bonsoir. Oui, bonsoir Caroline. Bonsoir Myriam. Merci de prendre mon appel. C'est moi qui vous remercie, vous savez, d'appeler, parce que je dis sans vous, il n'y aurait pas d'émission. Oui, c'est vous qui la faites vivre. Après, quand on vous écoute, c'est toujours plein de, enfin, il y a des choses positives. Et bon, il y a des encouragements. On se rend compte que d'autres personnes vivent aussi des choses difficiles et que bon, il y a des fois il y a quand même des solutions. C'est l'intérêt, c'est le partage finalement, se rendre compte qu'on n'est pas tout seul à vivre comme ça des situations. Relativiser ce qu'on vit. Alors je vous appelle moi parce que je vous avais déjà appelé il y a quelques mois. Alors je sais pas si je vous parle d'une personne que j'avais rencontrée, ça vous avait fait un petit peu sourire en vous disant que cette personne était un petit peu atypique dans le sens où chez elle, elle vit cet homme vit chez lui et moi chez moi, oui. Mais que chez lui c'était un véritable capharnaüm et qu'on pouvait laisser passer les personnes de l'émission pour venir faire un ménage parce que c'était vraiment terrible. Oui, je me souviens. Vous avez fait rire et oui. Vous m'aviez dit à partir du moment où chacun reste chez soi, c'est pas vraiment un souci. Bon, j'étais au tout début de la relation, c'est-à-dire que j'avais rencontré cette personne, maintenant ça fait 1 an. Je l'avais rencontré à la suite d'une séparation, donc je venais de quitter la personne avec qui je vivais depuis 14 ans. Oui. Donc c'était assez difficile cette séparation, enfin comme toutes les séparations. Mais bon, d'autant plus difficile que c'est moi qui avais demandé à me séparer de lui. Et donc on a 2 enfants, une fille de 10 ans, un garçon de 5 ans. Oui. Et donc on avait décidé de faire une garde alternée, donc ce qu'on fait depuis 1 an. Et bon, ça a été difficile au début, et là ça se passe surtout pour les enfants, ils ont l'air de s'être bien adaptés. Bon, tant mieux. Voilà, donc déjà ça c'est une bonne chose. Par contre, pour ce qui me concerne, j'ai l'impression d'être un peu la personne qui vit un peu le plus mal cette séparation. Donc je sais que vous m'aviez dit que bon, il y a eu une séparation, mais que j'étais pas forcément la seule responsable, qu'on était 2. Mais c'est quelque chose que j'ai du mal à intégrer. C'est vrai que donc j'ai continué donc cette relation donc avec cet homme moi j'ai 42 ans, lui a 38 ans. Oui. Ça fait 1 an, mais c'est une relation qui, on va dire, pas de dépannage, mais disons qu'on se voit de temps en temps. Qu'au début c'était très passionné, c'était vraiment une attirance plus physique, on va dire que quelque chose qui était basé sur du long terme avec des projets, puisqu'il avait cette situation un petit peu particulière de pas vraiment faire attention, on va dire, au côté matériel. Et petit à petit, en fait, il s'est avéré qu'il me reprochait de toujours un peu parler de mon ex et de pas entrer dans notre relation, de pas me projeter. C'est vrai que c'est quelque chose que j'ai encore beaucoup de mal à faire. Ah oui, mais c'est un peu normal, en même temps. Voilà. Donc, petit à petit, j'ai l'impression qu'il s'éloigne parce que il voit que je peux le voir, mais c'est vrai que je parle pas de sentiments.
Parce que vous ne ressentez pas vraiment Disons que... Vous avez du mal un peu à investir cette relation. C'est une relation qui vous fait du bien, mais vous ne vous projetez pas, vraiment. Au début, oui, parce que c'était quelqu'un de très passionné, qui était aussi très tendre, et je renouais un peu avec quelque chose que j'avais perdu, puisque avec mon ex, ça a été le cas au début, puis petit à petit, ça s'était complètement perdu, donc j'en avais beaucoup souffert. Mais ce qui se passe avec cette personne, c'est qu'au début, on sortait, et petit à petit, en fait, on s'est un peu... la relation, c'est un peu, on l'a un peu vécu en vase clos, c'est-à-dire quand on se voyait, c'est systématiquement venir chez moi et pas bouger, pas sortir, parce que c'est quelqu'un qui aime pas du tout sortir, qui est de son côté aussi assez renfermé. Ah oui. Qui petit à petit, en fait, a eu des soucis plutôt de fatigue, mais je pense que c'est plus une fatigue morale, d'envie de rien. Donc c'est vrai que c'est pas non plus très, on va dire... très stimulant, oui, pour vous. Voilà, très stimulant pour moi, qui aurait plus besoin d'avoir envie de me changer les idées. Évidemment. Oui, d'un homme qui vous entraîne, qui vous fait aller de l'avant. Et c'est pas le cas, donc il se rend compte qu'on a un grand décalage par rapport à nos professions, par rapport à nos salaires, par rapport à notre niveau de vie, et que clairement c'est vrai qu'on peut pas se projeter du fait de... Oui, en plus ça joue, c'est ça, c'est quelqu'un qui est pas très au fond rassurant en même temps. Voilà. C'est ça qui vit un peu, qui a un côté un peu, c'est même pas bohème, parce que bohème ça pourrait avoir un côté assez sympathique, mais qui vit un peu au petit bonheur la chance, quoi. C'est un peu. C'est ce que je voyais au début, un peu un côté bohème, parce qu'on sortait, parce que. Oui, ça pouvait être très sympathique. Voilà, une image un peu. Mais c'est même pas ça. Si vous dites qu'il est renfermé, c'est peut-être, qu'il aime pas sortir. Alors c'est peut-être qu'il va pas très bien finalement, moralement aussi. Pas seulement qu'il est casanier, mais qui va. Il est en train de me dire que moralement, il a pas d'envie, il est pas stimulé, que il se rend compte qu'à 38 ans, il a jamais vraiment vécu avec quelqu'un, qu'il a pas d'enfant. Ouais, il est en plein questionnement sur lui-même. Voilà. Oui, c'est peut-être pas le mieux qui vous aussi forcément vous posez des questions, c'est normal, ce qui est normal aussi, suite à une séparation. Après, c'est vrai que on a toujours un peu tendance à revoir les bons moments, à se dire que arriver sur une fin alors qu'il y a eu tellement de bons moments, c'est toujours un peu difficile. Oui, mais en même temps, Myriam, je crois que il faudrait pas tout mélanger, c'est-à-dire peut-être que là, s'il y a une fin de quelque chose, de fin de relation qui doit vous tourmenter, qui doit un peu vous questionner, vous interroger, c'est plus celle de la relation avec le père de vos enfants, finalement, qui est difficile, que celle avec cet homme qui au fond est peut-être c'est pas très joli ce que je veux dire, mais une relation, ça existe en même temps, une relation de transition un peu, non? Parce que est-ce que vous faites pas un peu un transfert pour moins penser à votre ex, à votre relation parce qu'il y a quand même un décalage entre votre histoire de 14 ans avec cet homme qui a été le père de vos enfants et puis cet homme-là que vous avez rencontré, avec qui vous venez de passer 1 an mais vous ne vivez pas avec lui. Et vous voyez, c'est un peu... parfois, on se focalise comme ça sur une histoire pour oublier l'autre. Peut-être oui, pour pas trop penser à l'autre. Se questionner. Qui m'inquiète un petit peu. Je sais pas s'il y a lieu de se questionner d'ailleurs. C'est vous au fond qui aviez pris votre décision. Il s'agit pas de la remettre en question d'ailleurs. Non, je remets pas en question, mais c'est vrai que je m'interroge toujours quand même. J'ai toujours pas réussi à dépasser ça en fait. À dépasser quoi? À dépasser la séparation. Ah, la séparation avec votre ex. Voilà, parce qu'en fait, il y a eu des choses que la personne que je fréquente depuis 1 an a pu me dire, qui ont été les mêmes choses que mon ex a pu me dire également. Et c'est vrai qu'après, je me demande est-ce que je suis capable de vivre une relation avec quelqu'un quand je m'entends dire les mêmes choses, à savoir que
je crie souvent, que j'ai un caractère que j'ai peut-être plus affirmé maintenant, que c'est vrai qu'après on se questionne parce que me reprochait mon ex aussi, quoi, d'être toujours un peu stressé, toujours sur la défensive. Et c'est vrai que se voir reprocher un peu les mêmes choses de la part de cette nouvelle personne avec qui que je connais pas depuis 14 ans, c'est vrai que ça fait réfléchir. Surtout quand mon ex, en fait, en plus a refait sa vie avec une personne qui était son amour d'enfance. Donc je me dis que c'est pas une question de chance, mais quelque part, j'ai l'impression d'être la personne qui est plus en souffrance dans cette histoire. Mais vous savez, Myriam, ça arrive plus souvent qu'on ne le croit. Finalement, celui qui prend la décision de la rupture est parfois plus en difficulté que celui qui est quitté, pas dans les premiers temps, évidemment, de la rupture, mais et pour reconstruire, ça veut pas dire qu'il y arrive pas, qu'il ou elle y arrive pas, mais c'est difficile d'assumer une telle décision, même si c'est courageux souvent, parce que finalement, quand la relation est plus tellement vivante, qu'il y a plus tellement d'énergie qui circule, qu'il y a plus tellement d'amour, surtout, c'est courageux de savoir partir, mais c'est vous qui en endossez la responsabilité pleinement. Et c'est d'autant plus compliqué quand il y a des enfants. Oui. Donc c'est vrai que c'est parfois plus difficile de se reconstruire une autre vie. C'est vrai que c'est difficile. Surtout que le père de mes enfants, je l'ai régulièrement au téléphone, du fait de la garde partagée, on a échangé un peu sur le quotidien, l'école, etc. Et de temps en temps, il arrive à glisser qu'en fait, c'est difficile, quoi, en fait, même s'il a reconstruit sa vie, qu'il est en train de le faire, et qu'il il arrive à être ému au téléphone, je sens qu'il n'est pas forcément non plus très bien. Mais le questionnement, il est plus sur est-ce que, alors maintenant, je sais pas, c'est vrai que ça dépend des histoires de chacun, mais à la base, la séparation, elle est partie du fait que j'ai découvert qu'il me trompait depuis pas mal de temps et j'ai pas réussi à le supporter. Du moins, j'ai essayé parce que les raisons qu'il me donnait, c'est qu'à la base, c'est vrai que j'avais une grosse dépression et qu'il a trouvé, en fait, cette vie parallèle pour pouvoir tenir le coup. Donc quand on me reparle de stress, quand on me reparle de ma façon d'être, c'est vrai que je me dis si c'est pas vivable pour une personne que je fréquente depuis peu, qui espace de plus en plus maintenant nos visites, je me dis que pour une personne qui avait vécu depuis un certain temps avec moi, est-ce qu'au bout du compte c'était devenu tellement intenable que quelque part indirectement j'avais un peu provoqué ça? Donc, oui, mais enfin, pardonnez-moi, Myriam, mais enfin, votre mari, d'accord. Alors déjà, vous découvrez. Vous voyez, là, on découvre. C'est vous qui avez décidé de la rupture, mais vous découvrez qu'il y avait eu infidélité et finalement, votre ex-mari justifie en disant vous étiez en dépression, vous n'étiez pas bien à ce moment-là, donc il a été un peu se ressourcer à l'extérieur de votre couple. Oui, mais enfin, la vie de couple, ça peut arriver aussi qu'il y ait des moments où l'un des deux ne va pas bien et c'est aussi à l'autre de pouvoir soutenir. Qu'est-ce qui était à l'origine qu'est-ce qui a pu déclencher cette dépression? Vous avez été bien prise en charge pour cette dépression? Disons que parce que j'ai quand même été suivie par un psychologue parce que j'avais quand même terminé en clinique, en séjour psychiatrique, oui, parce que j'ai vraiment eu de gros soucis. Mais ça, c'était après que j'ai appris qu'en fait, il me trompait, que j'ai essayé de prendre sur moi en me disant, je vais essayer de vivre avec ça, je vais continuer à vivre avec lui. Et en fait, c'est le corps qui refusait complètement, quoi. C'était impossible.
Et en travaillant donc avec un psychologue, on voyait que j'avais une relation à ma mère qui était assez, on va dire, exclusive. Oui. Et que je culpabilisais de moi-même vivre une vie de femme. Et que par rapport à ça, j'avais en fait donc j'étais très proche de ma famille, j'avais du mal peut-être à m'investir dans mon couple, mais de son côté c'était également la même chose, c'est-à-dire qu'il était très proche de sa famille, qu'on ne se fait pas ne serait-ce que de sortir sans être entouré de toute sa famille. Donc on s'est un peu étouffés tous les deux avec nos familles respectives. Et puis après, il y a eu aussi le fait que c'était quelqu'un qui exprimait pas ses sentiments, et qui était quand même, au début oui, puis après qui est devenu très froid, très distant. Donc on a beaucoup souffert, et quand on a eu notre première fille, il est devenu très agressif, et le soutien que je pouvais attendre, il a été très dur, donc j'ai eu du mal, et après c'est vrai qu'on est rentré dans une sorte de bras de fer, quoi. J'essayais de pas me laisser faire, mais il était assez fort, et la communication, c'est vrai, elle a complètement, elle a plus été existante, hein. Oui, donc il n'a pas su vous réconforter. Non, c'est vrai que... Et aujourd'hui, qu'est-ce qui fait que vous vous sentez de nouveau fragile, plus tendue, plus agressive? Ou c'est parce que finalement vous tenez compte, comme Yannick, de ce qu'on vous reproche, de ce que cet homme vous reproche, mais après tout, vous aussi vous pourriez lui faire des reproches. Alors peut-être qu'il trouve que vous n'investissez pas suffisamment la relation, mais tout simplement parce que vous n'êtes pas amoureuse de lui aussi. Oui, c'est ce qu'il pense, effectivement. Ah oui, mais peu importe après tout. Ce qui est important, c'est ce que vous pensez vous. Faut pas vous définir uniquement par rapport à ce que les autres pensent. Oui, c'est vrai que je tiens beaucoup compte de ce qu'on peut me dire. Mais parce que vous savez peut-être pas, c'est important en même temps, de tenir compte des autres. Mais peut-être parce que vous ne savez pas encore suffisamment qui vous êtes. Non, c'est vrai que là, je suis dans beaucoup d'interrogations, surtout quand je vois que mon ex-mari, alors je vais pas me baser sur ce que lui peut faire, mais qu'il ait pu refaire sa vie... on va dire une vie normale, c'est vrai que c'est quelque chose qui me... Mais allez en parler peut-être un peu, Myriam, là. Ce serait peut-être, voyez, plutôt que de rester dans des questionnements, vous avez peut-être besoin aussi dans cette période comme ça ça remue beaucoup de choses, une séparation, et notamment étant donné le contexte dans lequel elle s'est faite. Oui. Et là encore, vous êtes en train de vous comparer. Vous savez, ça veut pas dire parce que socialement, il est de nouveau en couple que tout est parfait, merveilleux. Là, vous vous référez par rapport à une image sociale. Souvent, vous savez, l'image sociale, ça fait peu de temps. Comme dit Cléa, qui envoie un SMS, une convalescence peut prendre du temps. Alors c'est vrai que parfois un autre homme peut aider à oublier. Alors elle ajoute, Monsieur Souillon, vous êtes-il réellement? Il y a Bulle aussi qui dit la dépression n'est pas une excuse pour tromper. Elle a raison. Alors elle dit ne vous remettez pas en cause. Quand l'un va mal, l'autre se doit de le soutenir. C'est aussi ça l'amour. Donc peut-être que ça serait important que vous puissiez un peu parler en ce moment de tout ça pour vous aider un peu à vous reconstruire, à retrouver des forces, à savoir qui vous êtes, plutôt que de vous définir par rapport à ce qu'on vous renvoie de vous. Ce qui m'inquiète beaucoup, c'est qu'après, la dépression, quand elle arrive, c'est vrai que si on a un épuisement physique qui fait que là, je le ressens encore à nouveau, et mon inquiétude, c'est de me dire, il faut que je continue mon travail, il faut que je continue à m'occuper de mes enfants. Et quand il y a c'est comme une sorte de constatation, pas un constat d'échec, mais dans cette nouvelle relation, où le fait que je rencontre... c'est vrai que je cherche pas spécialement, mais de pas arriver à rencontrer quelqu'un qui serait, on va dire, un peu comme moi... en fait honnête, sincère, en fait quelqu'un de normal, on va dire, ça me démotive complètement, quoi. C'est-à-dire que j'arrive pas à garder une part de rêve qui pourrait me motiver. J'ai mes enfants à mon travail, donc ça c'est une chose, mais j'ai pas cette part de rêve qui pourrait quelque part me dire, je suis pas du tout convaincue que je pourrais rencontrer quelqu'un. Ça fait combien de temps que vous êtes séparés? 1 an et demi. Vous vous rendez compte, c'est très récent. C'est très récent. Et ça fait déjà 1 an que vous êtes avec cet homme.
Vous n'avez pas eu le temps vraiment de vous retrouver un peu, vous? Disons qu'avec mon ex, c'est vrai que vous avez foncé dans une autre histoire. Et vous savez, il faut du temps un peu. Vous vous rendez compte, vous étiez depuis 14 ans dans une histoire. On n'en sort pas comme ça non plus. Il faut du temps pour se retrouver, pour renouer avec soi-même, pour... donc vous voudriez que tout de suite, paf, ça soit de nouveau là, l'histoire, la grande histoire. Chacun avance à son rythme. Disons que je voudrais me sentir mieux, quoi. Mais oui, mais ça, c'est pas forcément quelqu'un qui va... Bien sûr qu'après, quand on se sent aimé, qu'on rencontre quelqu'un et qu'on vit une belle histoire d'amour, ça aide. Mais il faut pas que vous soyez que tributaire de ça. Et c'est pour ça que je pense que ça serait important, oui, d'aller un petit peu reparler et que vous vous sentiez mieux, peut-être un peu par vous-même, que vous vous sentiez, vous voyez, sans forcément cette béquille affective là que représente un homme actuellement. Et donc là, on est plus. Je sais qu'il m'a déjà demandé qu'on arrête. Et puis il est revenu parce qu'il m'a dit que c'était trop difficile. Mais je crois que c'est un peu un leurre, cet homme, pour le moment. Pour vous. Vous avez peur d'affronter une solitude, là. Oui, c'est vrai. Et on a l'impression que vous comparez à votre mari, à votre ex-mari, et vous pouvez dire, moi aussi, j'ai une relation, mais chacun fait à son rythme. C'est ce qui compte. L'important, comme vous dites, à juste titre, Myriam, c'est que vous vous sentiez bien. Vraiment. Et comme dit la petite souris, c'est que vous semblez perdre confiance plutôt en vous avec cet homme. Voilà. Donc il faut plutôt reprendre confiance en vous et regarder devant, hein, dit Marina. Voilà. Oui, regarder devant sans avoir de nostalgie. C'est ça. Mais c'est normal aussi qu'il y ait un peu de la nostalgie, hein. On sort pas d'une histoire comme ça, surtout que vous n'avez pas retrouvé une histoire qui vous porte. Non. Voilà. Mais ça va venir. Mais il faut laisser le temps. Voilà. C'est comme dit Bulle, c'est peut-être pour ça que vous n'arrivez pas à vous investir dans un nouveau couple, parce que votre mari refait sa vie. Il faut laisser le temps et avancer à votre rythme à vous, Myriam. Bon courage en tout cas. Au revoir. Toutes vos confidences à Caroline Dublanche au 39 21. 39 21. 34 centimes la minute. Ensemble encore pendant un peu moins d'une petite heure, toujours en direct bien sûr sur Europe 1. Le 39-21 vous est grand ouvert, alors nous attendons vos appels et puis toutes vos réactions qui arrivent nombreuses par mail sur le site europe1.fr et par SMS au 7 21 21 code nuit. Des réactions pour Myriam qui a témoigné juste avant le journal de minuit, qui était un peu nostalgique de sa relation vécue pendant 14 ans avec son ex-mari, malgré une relation depuis 1 an avec un autre homme. Alors, le valet de cœur envoie un SMS qui dit « Mais comment voulez-vous reconnaître quelqu'un d'autre sans vous reconnaître vous-même, retrouver vos fondations pour ensuite bâtir une histoire ?» Un autre message par SMS qui dit « Il m'a fallu 7 ans pour me reconstruire avec l'aide de mes proches, de mes amis, d'un psy. Mais maintenant, quelle renaissance, une nouvelle vie et moi en pleine confiance. » Tania a dit « Comme dans Bagdad Café, vous saisir d'un gros balai en plume d'autruche pendant qu'il fait un tour et voir à son retour si c'est la fête. » Je me souviens pas de cette séquence dans Bagdad Café. Et puis Sarah Bouille dit vous pouvez vous occuper en ce moment de vos enfants, de votre travail, si seulement vous vous occupez suffisamment de vous. Bon courage. Et puis c'est pas parce que votre mari a refait sa vie, comme vous dites, qu'il est forcément plus heureux que vous. Et puis surtout, dites-vous que la roue tourne, sachez-le. Voilà des réactions encore qui arrivent. Qu'est-ce que j'avais d'autre? Parce qu'il y a beaucoup de messages. Est-ce que j'en ai d'autres pour Myriam?
Myriam. Non, alors j'ai d'autres messages après plus personnels. Un petit clin d'œil amical à l'Ange Bleu qui est à l'écoute tous les soirs depuis 5 ans. Merci de votre fidélité. Des messages entre auditeurs. Le Gros Matou qui lui est à l'écoute seulement depuis 2 semaines, qui a entendu que parmi les pseudos il y avait une petite souris qui elle écrivait par mail et qui dit le Gros Matou que je suis va manger la petite souris, ce qui ne plaît pas du tout à Moumoun, le chat du Trublion. Le Trublion m'écrit en disant Moumoun ne va pas être content si on vient marcher sur son territoire. Déjà qu'il arrête pas de miauler à cause du match de foot de demain. Et le Trublion ajoute bon anniversaire à Fifi. Alors beaucoup de messages aussi d'anniversaire pour Fifi, le subversif qui dit se roulant dans son studio, le groin humant la table de mixage avec une expertise de fauve aux accents boisés, le seul sanglier radiophonique, j'ai nommé Fifi. Très bon anniversaire, merveilleusement écrit. Et on a également un message pour Myriam. Quelqu'un me dit mon mari m'a fait souffrir pendant 20 ans. Aujourd'hui, je regrette de ne pas l'avoir quitté. Alors surtout, Myriam, ne regrettez pas votre séparation. Allez de l'avant. Annie qui dit il faut se ressourcer et surtout ne rêvez pas trop, mais vivez plutôt votre vie. Annie qui me dit je suis dans la pénombre, j'écris très vite mes messages. Alors pardon si parfois cela ressemble à du serbo-croate. C'est vrai que parfois Annie, si je n'en lis pas certains, c'est que j'ai un peu de mal à les décoder. On a d'autres messages pour Fifi qui les a lus pendant le journal qui arrive là au 7 21 21 code de nuit. Coco qui dit joyeux anniversaire à Fifi que j'embrasse, plein de bonnes choses, la santé et qu'il soit encore longtemps au sein de la famille de la nuit. Oxalis qui dit bon anniversaire à notre Fifi nationale. Annie également qui dit bon anniversaire Scorpion année du tigre, chance et bonheur. Et puis il y a également Basile qui réagissait sur le couple. Basile nous disait sur le couple, alors attendez, qui dit dans un couple il y en a toujours un qui souffre, je crois, et l'autre qui s'ennuie. C'est pas très optimiste le message. Oui, c'est ça, c'est bien cela. Il citait Freud. Bon, j'ai pas souvenir de ça, mais c'est possible que Freud ait dit ça. C'était pas un grand optimiste, il faut dire, Freud, il faut bien dire ce qui est. Et bon anniversaire à Inès, puisque c'est également Inès qui est une auditrice, qui est à l'écoute, c'est également son anniversaire aujourd'hui. Voilà, je crois avoir un petit peu fait le tour. Ah, et puis il y a également Georges qui me dit, moi il faudrait que je trouve une femme, mais qui soit vraiment à l'écoute de l'émission. Il dit, oh puis non, parce que finalement elle voudrait lire tous les messages et ça que je vous envoie, et ça m'ennuierait beaucoup. Je crois qu'on va accueillir maintenant Olivier. Bonsoir. Bonsoir Caroline. Bonsoir Olivier. Alors Olivier, vous étiez sur la route. Ah, oui. Il faudrait, je sais pas, vous avez un haut-parleur ? Oui. C'est possible de le couper, s'il vous plaît ? Ouais, voilà. Merci beaucoup. Olivier, vous étiez sur la route et vous avez entendu Myriam et vous avez envie de réagir à son témoignage et je vous en remercie. Tout à fait. J'ai vécu exactement la même chose que Myriam, c'est-à-dire que j'ai divorcé également, et puis c'est moi qui ai demandé le divorce. Et au début de mon divorce, j'étais un petit peu, je vais vous dire franchement, j'ai regretté parce que je voyais les bons côtés, je voyais que les bons côtés que j'avais passés avec ma femme, oui. mes enfants, et finalement. On a divorcé, enfin moi j'ai demandé le divorce et puis quelques temps après on s'est retrouvés tous les deux tout seuls. Oui. Et on est retournés ensemble. Oui. Et ça s'est pas bien passé du tout parce que j'en voyais quand on se sépare comme ça on repense tous les bons moments qu'on a vécu ensemble, on pense pas aux mauvais moments. Eh oui. Et le fait de retourner ensemble, le naturel revient au galop et puis ça s'est pas fait quoi. Oui, vous êtes retombés dans les mêmes travers, dans les mêmes difficultés. Tout à fait.
Et bon, moi je m'étais un petit peu renfermé chez moi, et puis voilà, j'ai bougé, faut sortir, faut bouger, faut voir du monde, faut sortir, et puis voilà, rencontrer du monde, et c'est ça que je crois que c'est ça la solution pour évacuer un peu tout les misères et puis je sais pas comment vous dire ça même. La nostalgie au fond, hein, quand on n'a pas encore. On a construit quand même on a construit pas mal de choses ensemble. Et oui, il y a eu des bons moments forcément. Voilà. Et puis donc. Oui, vous dites que finalement vous sentiez Myriam presque prête par moment à retourner avec son mari, que c'était difficile pour elle de savoir qu'il était de nouveau en couple. Et c'est vrai que c'est toujours difficile de se dire qu'on est remplacé entre guillemets. Ouais, tout à fait. Ouais, c'est difficile à vivre. Hein. Moi, mon ex-femme s'était remariée et puis là, en France du divorce. Mais quand j'avais récupéré mes filles chez mon ex-femme, je la voyais avec son mari. J'avais un peu la boule au cœur quand je rentrais, quoi. Oui. Et puis au final, et là, je vais vous dire, on a essayé de se remettre ensemble et puis ça n'a pas marché. Et dans un sens, même mes filles me disaient ouvertement, ne retourne pas avec maman parce que voilà. Ah, même vos filles vous le disaient. Même mes filles voulaient pas qu'on retourne ensemble. Hein. Elles avaient été témoins de crises, de tensions. Voilà. Et aujourd'hui, Olivier, vous avez trouvé un nouvel amour? Non, toujours pas, mais voilà, mais je suis bien, Vous vous sentez bien, apaisé aujourd'hui? Ah là, ouais, je la croise, elle vient m'envoyer des filles tous les 15 jours. Oui. Je la vois, voilà, on se dit bonjour, c'est tout, et puis il n'y a rien de plus, quoi. Oui, vous n'avez plus ce pincement au cœur, du tout, D'accord. C'est passé. Oui, donc ça fait du bien quand ça s'arrête. Ça reste la maman de mes filles, puis voilà. Oui, c'est ça, vous n'avez plus cette nostalgie... Et comme vous avez dit tout à l'heure, ça fait qu'un an et demi, c'est vrai que c'est frais encore. Oui, c'est très très frais. Encore. Oui. Donc il y a ça aussi, il faut du temps. Hein. Il faut beaucoup de temps. Évidemment, c'est long quand on n'est pas bien, quand on souffre, mais au regard de 14 ans de relation, c'est très court, hein, c'est très frais. Ah oui, tout à fait. Ouais, tout à fait. Il faut accepter de se donner du temps, de se retrouver parce que on a plein de repères aussi qui s'effondrent avec les amis. Il faut parfois se recréer de nouveaux contacts, de nouveaux amis, de nouvelles habitudes de vie, évidemment. C'est pas évident, hein. Et tout ça prend du temps. Et puis s'habituer à se présenter seul et non plus en couple. Donc on est un peu comme amputé. Le mot est fort, mais il y a quelque chose d'une partie de soi-même, hein, quand on n'est plus à deux. Donc ça prend du temps et il faut vraiment accepter de se donner ce temps-là. Ouais, tout à fait. Enfin là, maintenant, à l'heure d'aujourd'hui, je peux vous dire que je suis pas prêt de retourner avec. Avec votre ex-femme, oui. Alors, vous laissez la place pour une nouvelle femme, un nouvel amour. Ah ouais, tout à fait. Il y a une époque où je serais retourné, c'est sûr, hein, parce que voilà, le problème qui se pose, c'est qu'on repense au bon moment. Oui. On repense à tout ce qu'on a vécu, les vacances, les enfants, les anniversaires, les gâteaux d'anniversaire, mais les coups de gueule, les prises de tête, on se rappelle pas de ça, quoi. Puis ça, c'est des trucs qu'on occulte de notre tête et puis qui reviennent après. Moi, le fait de vouloir retourner avec elle, c'était la femme que j'avais laissée quand j'étais parti. Donc j'ai dit c'est bon, on repart dans le même machin, c'est pas la peine, quoi. Bon, mais finalement c'est pas mal que vous ayez retenté l'aventure. Ah oui, parce que je peux vous dire, j'aurais pas retenté, je serais peut-être encore un petit peu souffrant. Et là, je suis guéri. Oui, vous vous êtes dit bon, c'est vraiment pas la peine. Ah non, c'est même pas la peine. Et je pense que bon, voilà, c'est fait. Puis par rapport à Myriam, je pense qu'il y a une part de jalousie, le fait que son ex-mari ait retrouvé quelqu'un. Je pense qu'il doit y avoir une petite part de jalousie, je pense. Je l'ai pas évoqué cette dimension-là, mais il y a certainement une blessure narcissique, oui. Ouais, je pense. Oui, il y a certainement, c'est toujours difficile de se dire que cet amour qu'on a vécu, qu'on pense unique, forcément, et ce sentiment que quelqu'un d'autre prend notre place, c'est humain, hein. Mais forcément, l'amour que l'on a vécu, il reste unique parce que la relation avec l'autre, elle est toujours unique. C'est une autre histoire, c'est un autre amour, c'est une autre personne. Mais on a toujours
pincement au cœur de se dire bon bah oui, il y a quelqu'un d'autre. Mais Myriam un jour rencontrera quelqu'un d'autre, comme vous rencontrerez quelqu'un d'autre, hein, forcément. Moi, je me souviens quand j'étais posé mes filles chez leur mère le week-end, je repartais seul. Je me dis merde, je suis seul quand même. Je suis seul, ils sont en famille là. Puis quand je partais, j'avais des fois la larme à l'œil, quoi. Parce que il y avait toujours le fait de se retrouver seul le week-end. C'est un peu... Oui, c'est difficile les week-ends, parce que les week-ends en plus, c'est souvent on voit beaucoup les gens en couple, en famille, donc c'est particulièrement compliqué. Oui. Mais bon, moi je pense que la guérison, c'est qu'il faut sortir, il faut rencontrer du monde, c'est ça qu'il faut... Pour moi, c'est ça qui m'a un peu... Qui vous a aidé, ouais. Mais là, je reçois un SMS qui dit le fait de vous entendre me redonne de l'énergie. Vous avez bien fait d'appeler Olivier. C'est mon numéro de téléphone, si elle veut. Je peux lui... je sais pas si c'est un homme ou une femme, parce que c'est pas signé. Je pense que c'était Myriam. Ah non, je sais pas, c'est pas signé. C'est pas signé. Non, il faut aller devant, le passé, c'est le passé, et puis... D'accord. Pour moi toujours. Voilà. Mais merci beaucoup de votre message d'encouragement, et puis bonne route à vous. Merci bien, vous aussi. Bonne au revoir, soirée. Au revoir Olivier. Au revoir Caroline. Jusqu'à 1h sur Europe 1, Caroline Dublanche. Alors Joss, elle prône la patience. Il faut dire que Joss a mis 30 ans avant de rencontrer son deuxième mari. Je sais pas si ça va rassurer Myriam et Olivier. J'espère qu'ils mettront un petit peu moins de temps. Elle dit 30 ans de beaux souvenirs quand même. Et puis Inès dit j'espère que Myriam va prendre conscience aussi qu'il y a un plaisir à être seule. Le subversif dit la relation amoureuse tisse un fil funambule entre deux acrobates aveugles du vide en dessous d'eux. L'un s'en va, lâche le fil et l'autre tombe. Voilà, Petite Plume qui souhaite également un bon anniversaire à Fifi. Gérard qui décortique Fifi, qui dit ça donne F comme force, I comme imagination, F comme fantaisie, I comme intelligence. Et oui, ça lui correspond bien, effectivement. Et puis il y a la petite souris qui m'envoie un mail pour dire moi je change de pseudo si on veut me manger. Vous avez bien raison, et merci à Marie-Claude pour son magnifique mail. On accueille maintenant Nathalie. Bonsoir Nathalie. Bonsoir Caroline. Bonsoir. Merci de prendre mon appel. Oui, je vous en prie. Voilà, excusez-moi, j'étais un petit peu émue. Non, mais ça va bien se passer. Bon. Voilà, j'ai un petit neveu qui est né il y a 5 mois. Oui. Et bon, voilà. C'est le fils de... C'est le fils de la fille de mon frère. De la fille de votre frère, d'accord. Voilà, qui s'est marié tôt, et sa fille s'est mariée tôt, enfin bon, voilà. Mm-hmm. Et je n'ai jamais ressenti ça, c'est-à-dire que j'ai l'impression que ce petit est né, oui, et que ce petit va prendre la place de mon père. Alors, c'est complètement irraisonné et ridicule, et c'est une énorme angoisse. Oui. Donc cet enfant, inévitablement je l'aime, et je veux dire... qu'il ait besoin de quoi que ce soit, il n'y a pas de problème, voilà quoi. Mais en même temps, j'aime cet enfant, mais j'aime pas sa naissance. C'est-à-dire que vous pensez que la naissance de cet enfant va causer la mort de votre père, pour parler clair? Oui, j'ai l'impression... Comme si une naissance, une mort. Oui, j'ai l'impression qu'il va falloir laisser une place pour cet enfant, et que voilà, je pense à mon père qui est malade. Il est souffrant, votre père, c'est-à-dire plusieurs AVC, mais enfin, je veux dire, quelque part ça va. Il est âgé? Non, 75 ans.
Oui. Hein, bien suivi et tout. Bon, normalement, ça devrait aller. Et depuis la naissance de cet enfant, je ne peux pas me réjouir. Parce que je le vois, j'ai peur de perdre mon père. Ça aurait été différent si ça avait été une petite fille? Je n'ai pas posé la question. Quand vous êtes-vous mis à ressentir cela, c'est-à-dire à quel moment vous avez appris que c'était un petit garçon? Oui, dès que j'ai appris que c'était un petit garçon, j'ai eu peur. D'accord. Donc vous le saviez avant sa naissance? Oui. J'ai appelé mon père tous les jours. Oui. Oui, donc je pense que c'est pas anodin le fait que ça soit un petit garçon. Ah, oui. Une question de sexe quand même là. Oui, j'avais pas pensé. Oui. Et c'est un peu logique que je me sente coupable vis-à-vis de ce petit qui... Non, écoutez, vous n'avez pas à vous sentir coupable, hein, Nathalie. On n'est pas responsable de ses angoisses. Vous n'y pouvez rien. Et puis ça ne fait pas de mal à ce bébé. Ah non. Ce que vous ressentez, ça ne lui fait pas de mal. J'espère pas. Non, non. Non, c'est plus embêtant pour vous. C'est vous qui êtes tourmenté avec cette angoisse-là. Qu'est-ce qui fait vous n'aviez jamais ressenti cela auparavant lors de naissance comme ça d'enfants dans la famille? Mais je me souviens que j'ai la sœur de ma maman est morte à une maladie et son petit-fils était né quelques mois avant. Et je me suis dit peut-être qu'elle est morte pour lui laisser la place. Et bon, je ne sais pas si c'est ça qui fait que, mais je pense souvent à ma tante qui est morte et ce petit enfant qui est né. Et je me dis, est-ce qu'à un moment donné, est-ce qu'il ne faut pas laisser une place et est-ce que c'est pas... je peux pas vous dire que... Et quand c'était il y a combien de temps il y a longtemps pour votre tante? Il y a 15 ans. Il y a 15 ans. Vous aviez quel âge, vous, à ce moment-là? Donc, j'avais 25 ans. D'accord. Vous étiez adulte? Oui. Oui. Et je m'occupais de ce petit garçon et je me souviens qu'elle me disait toujours occupe-toi de lui, je suis fatiguée, occupe-toi de lui. Allô? Oui, je vous écoute attentivement. J'ai toujours l'impression qu'on n'entend pas ma voix. Voilà. Oui. Et ah oui? Vous avez toujours cette impression-là? Oui. Qu'on ne vous entend pas? Non. J'ai toujours besoin qu'on me dise oui, on t'entend pour que je sache que l'on m'entend bien. Ça vous rassure? Oui, ça me rassure. Oui, je ne sais vous pas. avez des enfants vous-même, Nathalie? Malheureusement, non. Je serais prête à en avoir maintenant, mais je suis un petit peu trop âgée. À 40 ans, ça fait un petit peu tard. C'est encore possible? Mais je serais bien prête, oui, en effet. Mais en même temps, il y a beaucoup d'angoisse autour de la maternité et de l'arrivée d'un enfant. Oui. Si un enfant occasionne une mort, on comprend que ça soit difficile. Occasionne une mort dans vos fantasmes, hein. On comprend que ça soit difficile pour vous. Pour moi, porter un enfant, c'est ne pas le porter vivant jusqu'à terme. Oui. Donc pourquoi? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Il y a eu beaucoup de fausses couches dans votre famille? De bébés morts-nés? Oui, ma maman, oui. Votre maman? Deux enfants morts-nés. Ah, avant vous, avant votre naissance, après? Un avant mon frère et un entre mon frère et moi. Un entre votre frère et vous? C'est pour ça que nous avons tant de différences d'âge. Vous avez combien de différences? Nous avons 10 ans environ. Votre frère est plus âgé? Oui.
D'accord. Donc, avant vous, il y a eu un enfant qui est un bébé mort pendant la grossesse ou Oui. à la naissance? Pendant la grossesse, oui. Et la grossesse était tardive? Oui. Et mon frère a survécu avec beaucoup de problèmes. Ensuite, un enfant est né encore pendant la grossesse. Et ensuite, moi, je suis arrivée très très rapidement, en revanche, prématurée. Vous êtes arrivée prématurée? Ah oui, vous. je devais avoir très envie de vivre. Hmm. Oui. Oui, aller au bout de la grossesse, c'est risqué, donc, vous pensez? Ah, peut-être, oui, finalement, oui. Enfin, moi, j'ai choisi d'arriver avant. Mhm. Et ce petit, j'ai peur de l'abîmer, non pas par moi, mais par mes pensées ou par... Si, par vos pensées. Il n'a rien demandé, il a... Mais vous ne l'abîmez pas, Nathalie, mais je comprends vos angoisses, c'est-à-dire que ça doit être compliqué pour vous de vous occuper de lui. Oui. Et oui, vous avez peur au fond, si, de l'abîmer. Oui. Comme si vos pensées avaient un pouvoir magique. Un petit peu, oui. Parce que si vous pensez que ce petit garçon peut causer la mort de votre père, c'est difficile de l'investir parce que vous n'avez pas envie que votre père meure. Mais non. Alors évidemment, c'est difficile d'investir ce bébé, même si vous avez dit mais c'est ridicule, il y a cette peur. Donc en même temps, vous avez peur aussi vous avez peur peut-être d'avoir peur de lui faire du mal, vous voyez, c'est voilà, alors qu'en fait vous ne lui en feriez pas, vous ne lui en ferez jamais. Absolument pas. Mais vous avez peur, vous pouvez vous voir lui faire du mal. Moi, j'aurais très plus peur, des oui. phobies ça. Oui. Oui, c'est plus des phobies, Ah c'est oui. Ah oui, c'est certainement pas... Mais non, je suis certaine que vous ne lui ferez jamais de mal. Mais je pense que je pense que c'est il y a quelque chose autour de comment votre mère vous en a parlé de ces bébés qu'elle a perdus? Mais au départ, elle ne m'en a pas parlé. C'est moi qui lui ai posé des questions. Au départ, je lui ai demandé pourquoi nous avions tant d'écart d'âge avec mon frère. Mmh. Et c'est comme ça qu'elle m'a raconté. Pour elle, c'est très très pudique et tabou. Oui. Et c'est assez terrible la naissance d'un enfant. Alors, je la respecte dans sa pudeur, mais elle l'est beaucoup moins maintenant. Elle l'est beaucoup Pourquoi moins. dites-vous que c'est assez terrible pour elle la naissance d'un enfant? Mais parce qu'elle pensait que à chaque fois qu'elle attendait un enfant, elle pensait que cet enfant n'allait pas n'allait pas pouvoir survivre. Oui, c'est plutôt ça. Oui. Mm. Oui. C'est différent, hein? Oui. C'était que jusqu'au bout, il y avait cette angoisse qu'ils ne vivent pas. Oui. Même un peu après, quelques mois après. Oui. Oui, jusqu'à 6 mois. Elle a perdu des enfants de mort subite ou non. Mais il y avait cette peur quand même que le sort s'acharne. Oui. Mm. Oui. Mm-hmm. Et elle était très soutenue par mon père, justement, qui s'est beaucoup occupé de nous. Un vrai père, quoi, entre guillemets, quoi. Oui. Voilà. Elle a des difficultés à en parler, donc, oui. De tout ça. Oui, même encore aujourd'hui, enfin. Oui, mais maintenant, elle est beaucoup moins pudique que moi. Son arrière-petit-fils, eh bien voilà, maintenant, pour elle, c'est la vie. Et elle ne comprend pas que moi, je réagisse comme elle réagissait à son âge. C'est à mon tour, un peu. Oui, c'est intéressant. Elle, maintenant, elle est délivrée. Oui, comme si vous preniez sur vos épaules l'angoisse de votre mère. Ah, peut-être. Comme si il y avait quelque chose qui s'était transmis. Elle le vit dans le bonheur et c'est la première fois qu'un bébé
quand un bébé naît, qu'elle le vit dans un tel bonheur. C'est la première fois. Oui. Et je suis tellement heureuse pour elle, mais malheureusement, je ne peux pas partager. Bon, je prends sur moi, voilà. Elle n'entend pas tout ce que je ressens, hein. Voilà. Mais elle sent quand même. Oui, ce bonheur peut-être au fond vous angoisse aussi, hein, comme on dit quand il y a un grand bonheur comme ça, c'est qu'il va arriver un malheur derrière. Peut-être. C'est ce qu'on dit, ce qui n'est pas la réalité, hein. Je vais réfléchir, peut-être. Peut-être, en effet. Et votre père, lui, comment réagit-il à la naissance de ce petit enfant? Mais mon père, au départ, était très absent, indifférent. Et puis, quand il l'a vu, est tombé en amour. D'accord. Voilà. Donc il n'est pas inquiet. Tout va bien pour lui, c'est heureux. Oui, tout va bien. Voilà. Oui. Est-ce que vous vous dites, vous, que finalement, si ce bébé qui était avant vous, dans la fratrie, vous avez su si c'était un garçon ou une fille? Avant moi? Oui. Avant moi, qui n'a pas vécu. Garçon. D'accord. C'était un garçon. Il y a une fille et un garçon. Est-ce que vous vous dites que si ce bébé avait vécu, vous ne seriez pas là? Inévitablement, oui. Puisque Pourquoi? J'étais la dernière chance. C'est ce qu'on vous a dit? Je pense. Pourquoi la dernière chance? Parce que je pense que... Vous êtes la dernière de la fratrie? Oui. Ah. Oui. La dernière chance. Je pense parce que... Donc, un enfant avant mon frère l'aîné, un enfant entre nous et moi. Donc, je pense que 3 enfants, ça aurait été bien. C'est ce que vous pensez? Oui, je pense, oui. Donc oui, je pense que je pense avoir été la dernière chance. Enfin, je me flatte un peu. Mais c'est pas une expression que vous avez entendue de vos parents? Non. Non, c'est pas quelque chose qu'ils disaient. Ah non. Non. Mais non, ils sont trop pudiques à propos des enfants. Est-ce que ça veut dire que vous pensez que vous auriez pris la place, vous, d'un autre enfant? De ce bébé qui n'a pas vécu une vie contre une vie? Peut-être. Je peux pas vous dire. Moi, j'entends beaucoup de culpabilité derrière cette angoisse, Nathalie. Mais je ne sais pas vraiment qui est déplacée, en fait, dans cette histoire autour de votre père. Au-delà de la réalité de votre père, vous dites vous-même, bon, il a fait des AVC, mais il va bien. Ce n'est fondé sur rien dans la réalité. Personne ne prend la place de personne. Oui. C'est-à-dire que ce petit neveu qui est né, il a sa place dans la famille, comme votre père a sa place. Et c'est pas parce que il vient de naître que sa naissance va provoquer la mort de votre père. Oui. C'est complètement irrationnel. Ça fonctionne pas par la pensée magique. Maintenant, vous le savez au fond. Oui. Mais votre angoisse, elle a un sens. Et je pense que ces morts de bébés qu'a vécu votre mère ont engendré chez vous, dans ces non-dits notamment, des traumatismes. Et notamment vous, en étant la dernière, comme si il y avait le sentiment d'avoir pris la place de façon assez diffuse, confuse, mais vous dites, moi j'avais très envie de vivre, mais inconsciemment, comme si vous étiez un peu
la culpabilité parfois des enfants dits de remplacement, entre guillemets, alors que vous ne remplacez pas. Vous avez votre existence à part entière, mais il y a peut-être quelque chose de cet ordre-là et qui serait un peu à travailler en thérapie. D'accord. Je vais vous lire des réactions qui arrivent par SMS. Alors il y a Colline qui dit c'est peut-être une phrase entendue à la mort de votre tante qui vous a marqué. Il y a Bulle qui dit ce sont deux vies différentes, ce n'est que la continuité de la vie, personne ne prend la place d'une autre. Bulle qui dit qu'est-ce qu'on ressent comme angoisse dans votre voix. Et puis Bulle qui ajoute, est-ce que vous vous en voulez au fond d'être né après la mort de ce bébé avant elle? C'est pas conscient, on a l'impression, mais je pense que ça pèse dans votre histoire. Et puis il y a le subversif qui dit ce jeu funèbre autour de la naissance marque quelques culpabilités. Il y a quelque chose à élaborer. Et on va accueillir Jean qui est avec nous au 3921. Bonsoir Jean. Jean, vous êtes avec nous. Il y a la petite souris qui nous envoie un mail en disant il y a quelque chose d'irrationnel dans votre angoisse, c'est ce que vous nous avez dit au début. Oui. Et puis... Oui, j'en ai conscience. Bien sûr que vous le savez. Bien sûr. Et on a également... Non, on va avoir Jean qui est là. Bonsoir Jean. Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir, Bonsoir. Caroline. Bonsoir. Oui, je suis un grand-père. Oui. J'ai 14 petits-enfants. Oui, dites-moi. Il y a eu, mais moi au contraire, la première naissance qu'il y a eu, la première naissance de petits-enfants m'a fait une joie. C'était une joie, ça m'a renforcé. J'ai eu dans la vie des coups durs, j'ai été 2 fois 2 valves, j'ai eu une fracture du crâne, et maintenant j'ai 14 petits-enfants qui grandissent, j'ai 16 ans, c'est eux qui me font survivre. Vous savez, il ne faut pas... La vie est ce qu'elle est, mais c'est une joie, un grand-père. Est-ce qu'elle sait... Comment c'est, Nathalie? Oui. Nathalie, oui. Oui. Est-ce qu'elle sait vraiment comment va ressentir son père? Ça va moi, je dis, il fera comme moi. Il va adorer cette petite fille. Mais d'ailleurs, je le sens en donner des amour. années de plus de vie. Ah oui. Ah, ça c'est certain. Je le sens en amour et Mais vous savez que... et ça me comble de joie et en même temps, j'ai peur. Mais non, n'ayez pas peur. La vie, elle est comme elle est. Mais n'ayez pas peur pour votre père. Il partira un jour. Comme je dis à mes petits-enfants, je partirai un jour. Mais pas maintenant, c'est trop tôt. Ils n'aiment pas. C'est trop tôt. Ah, ils n'aiment pas. Vous savez que j'ai un petit-fils, le premier, il en a 31. La dernière, elle a 2 ans. Oui. Hein, faut voir un peu comme ils adorent leur grand-père. Mais et oui. comme moi, ça me fait vivre. Ouais. Ça me donne du souci pour les grands quand ils partent en voiture et tout ça. Mais moi, je vis pour eux et je tiens pour eux. Oui, c'est joli ce que vous dites. Oui. C'est qu'au contraire, vos petits enfants, c'est Ils me tiennent la vie, mais parce voilà, que c'est vous aident, enfin vous donne un sens, enfin vous Oui, ça donne donne un un but sens. dans votre vie, enfin. Parce que ma vie, au moi, je contraire, peux vous dire, éclaire votre vie. j'ai eu énormément de pépins. Je vous dis, opéré du cœur, 2 fois, cœur Oui. ouvert. J'ai une fracture du crâne. Je n'ai plus de goût et plus d'odorat. Mais c'est pas grave, ça. J'ai mes petits-enfants. C'est un soleil pour moi. Ouais. Bah c'est très joli. Mais je pense effectivement, Nathalie, bon, vos angoisses sont plus profondes, et les angoisses, il y a souvent un aspect irrationnel. Vous en êtes consciente, mais on ne peut pas les maîtriser. Oui, oui. Donc vous ne pouvez pas vous en vouloir, encore moins par rapport à votre petit neveu. On sait bien que bon, vos pensées ne vont pas lui faire de mal, hein, ça va pas l'empêcher de grandir, de se développer. Il ne ressent pas ce que vous pensez. Mais je crois qu'en revanche, ça serait
serait important que vous alliez un peu en parler en thérapie, hein, parce que je pense que votre histoire, l'histoire de votre mère autour de ses maternités, pèse lourdement sur vous, et que ça serait important que vous puissiez parler de vos angoisses. Oui, d'accord. Ce sera la meilleure façon de vous libérer de cela. Oui. Vraiment. Voyez, parce que c'est dommage de vous laisser envahir par ça. Vous ne profitez finalement pas bien ni de votre père, ni de ce petit neveu, ni de, enfin, c'est absolument plus de rien. Oui. Et voilà. Donc ça ne va pas. De tout ce qui concerne la famille. Voilà. Donc ça ne va pas. Hein, donc c'est vraiment important que vous puissiez en parler, parce que sinon elle risque de s'accentuer, de se développer. Donc allez en parler avec un psychothérapeute. Hein. Mais je vais, d'accord. C'est très lié à, je vous dis, à votre histoire, à l'histoire de votre mère et de ses maternités et de ses morts de bébés là. Voilà. Merci beaucoup, Jean. Oui, y a pas de votre réaction, et bravo pour cette belle famille. Merci Et... beaucoup d'avoir été avec nous. Ouais, mais, écoutez, je parle en tant que grand-père. J'ai bien entendu, mais justement, c'était intéressant d'avoir votre témoignage. Parce que on voit que vos petits-enfants, au contraire, vous aident à être dans la vie. Ça, c'est eux qui me tiennent. Mais j'entends bien, on entend bien. Et ça me rassure beaucoup, merci. Il y a Roro qui dit « J'ai pas eu de grand-père, adoptez-moi, Jean, s'il vous plaît. » Ça en fera 15. Une de plus, une de moins. Hein, vous savez. Allez, top là, c'est fait alors. Je vous embrasse. Au revoir, aussi. Jean. Au revoir. Et encore au revoir. Et merci pour toutes vos émissions. Ouais, merci d'être à l'écoute. Ah, ben j'écoute souvent parce que... mais là, ça m'a choqué, ça m'a fait peur, ça m'a... Et oui, elle est angoissée. Oui, j'ai peur. Elle devrait voir un psychologue ou un machin comme ça. Oui, pour aller parler de tout ça. Oui, je vous embrasse. Hein. Moi aussi, Jean. Au revoir, merci beaucoup. Et on accueille Monique également. Bonsoir, Monique. Non. Dominique, pardon. Dominique. Bonsoir, Dominique. C'est pas grave, ça arrive souvent. Oui, je voulais simplement dire à Annie, si elle était encore là. Nathalie. Oui, à Nathalie. Oui, vous voyez, décidément, les prénoms. Mais oui, on s'en mêle un peu les pinceaux, il est tard. Voilà. Hein. Je voulais simplement dire à Nathalie que j'avais vécu la même chose il y a 2 ans. Mais juste au niveau de la fratrie, j'avais appris que je n'étais pas la 2e enfant, mais la 3e, qu'il y avait eu un premier enfant, chose que j'ignorais. Et je voulais simplement lui dire que ça avait fait pas mal de dégâts chez moi. Parce que le sentiment que j'en avais tiré, c'est que je savais plus où j'étais. J'avais le sentiment de ne plus savoir qui j'étais. Parce qu'en fait, j'étais pas la 2e enfant, j'étais la 3e. Et quand il y a dans des familles des enfants qui s'intercalent comme ça et qu'on l'apprend plus tard, je vais dire qu'on est plutôt paumé. Le mot n'est pas trop fort. C'est très curieux comme sensation parce que j'avais pas de problème particulier et j'ai appris comme ça que c'était la 3e et ça a été très très dur à vivre. Oui, mais ça ne me surprend pas, hein, Dominique, parce que ça bouleverse complètement les repères, la place dans la fratrie. Comment l'avez-vous appris ? Oh, parce que j'étais suivie à une époque et le médecin qui me suivait s'est étonné que j'ai un prénom autant masculin que féminin. Et oui, en effet. Et il m'a dit, mais vous avez un prénom de garçon aussi. Oui, qui peut faire les deux sexes, donc c'est pas innocent. C'était pas innocent. Il m'a dit, il n'y a pas eu d'autres enfants dans la fratrie et je me suis renseignée dans la famille, pas auprès de ma mère directement, et j'ai appris qu'il y avait eu un premier garçon. Et c'est si vous voulez, j'avais à l'époque, j'avais 54 ans et ça devait pas avoir des conséquences énormes, et en fait, ça en a eu. Ouais. Donc je peux comprendre qu'Annie ait pu être chamboulée. Et puis d'ailleurs, elle l'exprime d'une certaine Nathalie, façon oui. À propos de ses enfants qui ont été intercalés dans la fratrie et elle a dû l'apprendre assez tardivement. Et c'est vrai qu'après, on ne sait plus où on est. Oui, et puis en disant la dernière chance à la fois, elle dit je me valorise, mais enfin,
C'est lourd aussi à porter, la dernière fait. chance. Oui. Et le problème, c'est de dire aux enfants, enfin, je ne sais pas à quel âge, mais de leur dire, vous avez eu un frère, vous avez eu une sœur, Oui. Il était dans la fratrie, il se situait là, et Oui. vous êtes venu au monde parce que ci, parce que là. Mm. Mais c'est Les vrai que non-dits dans la filiation, les trous comme ça dans la filiation, c'est toujours source de questionnement, éventuellement d'angoisse, mais c'est vrai qu'avant on n'en parlait pas, hein. Ah, pas Mais du non. tout. C'était du registre du secret, Tout à fait, complètement. du secret de famille. Oui, alors qu'en oui. fait, depuis j'en ai parlé à ma mère qui m'a expliqué pourquoi cet enfant était mort à la naissance. À la l'époque, on naissance, accouchait oui. encore à la maison, malheureusement. Oui, oui. Enfin, oui, malheureusement ou pas, peu Oui, importe. oui, peu importe, oui. Mais elle m'a expliqué que en fait, c'est un accouchement qui avait été trop long et que le bébé était mort-né. Ah oui, en Et plus. c'était Oui. un garçon. Et oui, d'où aussi le prénom que l'on vous a donné. Oui, certainement. Merci beaucoup, Dominique, de ce témoignage. Voilà, mais c'est vrai que Annie, j'ai envie de lui dire. c'est Nathalie, hein, Nathalie. Nathalie, oh oui, j'en veux, excusez-moi. Oui. Nathalie, j'ai envie de lui dire que on se retrouve un peu comme un puzzle et qu'il faut reconstruire et puis admettre qu'on est, déjà admettre dans sa fratrie comment elle était et puis Et surtout aimer cet enfant. comment. Et surtout. Oui, mais aimer cet enfant. ne vous inquiétez pas par rapport à ça et même par rapport aux pensées que vous pouvez avoir. D'accord. Je suis certaine que vous lui ferez pas de mal. Laissez parler de vos angoisses D'accord. et déjà ça ira mieux. Oui. Hein, vraiment. Il y a David qui nous écrit, qui dit quel bonheur d'entendre un grand-père heureux, ça donne envie de vieillir. Je vous embrasse, au revoir. Je vous souhaite une très belle nuit, faites de jolis rêves et rappelez-vous, demain il n'y a pas d'émission, vous retrouvez l'ami Alexandre Delperrier et toute son équipe pour vous faire vivre en direct le match retour France-Irlande. Il est maintenant 1h.